Très bien. Bon, alors, je ne vais pas... Bon, mais j'ai un problème pour... Ah, ben voilà. Donc, de quoi vais-je vous parler? Donc, tout d'abord, je ne suis pas... Tout d'abord, moi, je suis physicien, mais ma spécialité n'est pas la physique nucléaire. Ma spécialité, c'est la physique des plasmas chauds et de la fusion thermonucléaire. Mais ça n'empêche que, évidemment, je m'autorise à raconter ce que je sais, ce que j'ai appris sur les réacteurs à fission, et en particulier sur les évolutions actuelles qui correspondent à ce qu'on appelle la quatrième génération. Alors, en fait, j'anticipe personnellement sur un colloque que nous organisons au niveau de la Société française de physique avec la division physique nucléaire et à laquelle je me permets de vous inviter. Ça va se tenir les 17 et 18 mars prochains sur le campus parisien, donc à Jussieu. Et je pourrais vous communiquer le lien. C'est ouvert à tous et donc je vous communiquerai le lien sur le site et la possibilité des conditions d'inscription. Donc, vous en saurez beaucoup plus puisque ça dure sur une journée et demie que ce que je vais vous raconter rapidement. Voilà. Alors donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est en partant du nucléaire actuel, de voir quelles sont les évolutions que l'on peut attendre, quelles sont les différentes possibilités pour résoudre les problèmes ou les limitations actuelles du nucléaire, en particulier en termes de ressources en combustible, de sûreté, de gestion des déchets, etc. Et donc, évidemment, c'est très important pour rendre le nucléaire, les avancées attendues, en fait, avec la quatrième génération, c'est essentiellement de rendre le nucléaire durable. Et donc, je vais vous décrire Bon, il y a un certain nombre de technologies, mais je vais focaliser, compte tenu du temps imparti, sur les filières qui sont les plus proches de la maturité industrielle actuellement. Et j'évoquerai l'impact effectivement sur les déchets, mais ça sera un peu aussi en cours de route. Alors, donc, commençons par le combustible nucléaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un combustible un peu particulier. Et donc, je vais rappeler rapidement que, en fait, ce qui montre la différence colossale, enfin, colossal étant un rapport d'un facteur de l'ordre du million, entre l'énergie qu'on peut obtenir par des réactions chimiques, puisque l'énergie chimique, ça correspond de l'énergie de liaison donc dans les molécules, donc c'est de l'ordre de l'électronvolt, à l'énergie nucléaire qui correspond de l'énergie de liaison entre les constituants du noyau atomique. Alors, il y a une courbe qui montre très bien comment on peut récupérer une partie de cette énergie de liaison, évaluée facilement, puisque c'est un problème de défaut de masse, c'est directement à partir de la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Donc, on voit que cette énergie, donc cette courbe qui représente en fonction de la masse atomique cette énergie de liaison, on voit qu'elle est minimale. Enfin, ça remonte du côté de l'hydrogène ici, et du côté, pour les très lourds, les noyaux très lourds, du côté de l'uranium. Et donc, le minimum correspond aux atomes les plus stables qui sont autour du fer. Voilà. Et donc, on va s'intéresser ici non pas à la fusion, qui est mon domaine de spécialité, mais on va s'intéresser ici à la fission, qui est complètement différente dans sa mise en œuvre, puisque pour pouvoir réaliser une fission d'un gros noyau, c'est-à-dire que ce noyau se casse en deux morceaux, eh bien, il faut impérativement le bombarder avec un neutron. Et à la suite de ce bombardement, eh bien, il va
sortir des produits de fission et des neutrons, un ou plusieurs. Et donc, c'est l'énergie cinétique de ces particules qui constitue l'énergie libérée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à… Voilà. Donc, pour réaliser ces réactions de fission, eh bien, il faut impérativement des neutrons. Alors, ces neutrons peuvent être rapides, c'est-à-dire des neutrons qui seraient directement issus d'une précédente fission, une précédente réaction, ou bien on les appelle thermiques lorsqu'ils ont été ralentis par un modérateur. Mais de toute façon, dans les deux cas, il s'agit d'établir une réaction en chaîne, ce qui est tout à fait caractéristique des réacteurs à fission. Et que cette réaction en chaîne soit contrôlée, ce n'est évidemment pas le cas dans les bombes. Et donc c'est particulier, et c'est tout à fait particulier de la fission de pouvoir avoir des réactions en chaîne avec tout ce qui correspond comme condition de contrôle de la réactivité de ces réactions. Voilà. Alors, ce qui est très important et qui va nous, par rapport la différence par rapport au combustible chimique, c'est qu'un combustible nucléaire, au fur et à mesure que dans un réacteur, au fur et à mesure que ce réacteur fonctionne, il délivre de l'énergie, eh bien, il ne disparaît pas, mais il se transforme. C'est-à-dire que non seulement il y a les produits de fission, mais, comme j'ai montré avant, mais il y a aussi création de nouvelles matières fissiles par capture de neutrons. Et donc, c'est ce qui produit des nouveaux composants qui n'existent pas dans la nature, comme le plutonium ou des actinides mineurs. On appelle ça des actinides mineurs, c'est les transuraniens. Donc, en particulier, il y en a un que j'évoquerai à propos des déchets, dont je cite le nom, qui est l'américium, qui est très important et que l'on peut éventuellement fissionner, ce qu'on verra dans ces nouvelles filières de quatrième génération. Et puis, il y a les produits de fission, bon, donc les morceaux de noyaux qui restent. Alors donc, en fait, ce qui compte, ce qui est important, c'est que la composition chimique et isotopique évolue constamment au cœur du réacteur pendant son fonctionnement. Et donc, pour les réacteurs à combustible solide en particulier, et les réacteurs actuels, donc, eh bien, le combustible est déchargé avant que toute la matière fissile initiale soit consommée. Et donc, il faut, au bout d'un certain temps, décharger le combustible et procéder à un retraitement. Je ne sais pas si c'est… Oui, c'est ça. Alors, pour ce qui est du combustible, focalisons-nous toujours sur cette histoire de combustible. En fait, il n'y a que dans la nature il n'y a que deux éléments naturels qui sont disponibles, l'uranium et le thorium. Et on définit ce qu'on appelle des cycles qui correspondent à ces transformations que peuvent subir, en partant de l'uranium naturel ou du thorium naturel, ces éléments au cours des réactions et éventuellement des interactions avec des neutrons. Alors, je vais être assez rapide là-dessus, mais le point sur lequel je veux insister, c'est que les filières actuelles utilisent essentiellement comme combustible de l'uranium naturel. Et l'uranium naturel, en fait, il est constitué d'uranium 238 presque entièrement, donc à 99,27%, qui est pratiquement stable. Il y a très peu de probabilités qu'il se désintègre naturellement. Et puis 0,72% d'uranium 235, qui lui est beaucoup plus instable et beaucoup plus facilement fissile, c'est-à-dire que sous l'effet d'un bombardement de neutrons, thermique ou rapide, eh bien, il va fissionner. Alors, l'uranium 238 peut aussi fissionner, mais pas aussi facilement. Donc, c'est le combustible qu'on va utiliser essentiellement. Je vais décrire un petit peu plus après. Et puis,
il y a le deuxième composant, donc le deuxième élément lourd naturel, qui est le thorium. Et le thorium, lui, il est complètement stable et complètement, il n'y a qu'un seul isotope, donc il n'y a que du thorium 232, il n'y a rien d'autre. Et il est ce qu'on appelle fertile, comme l'est l'uranium 238, c'est-à-dire que s'il capte un neutron, eh bien, il va pouvoir se transformer en matière fissile et on va voir, c'est l'uranium 233. Et donc, on voit ça d'ailleurs sur les cycles, mais c'est peut-être pas très clair ici. Donc, vous avez, moi-même, je ne vois pas trop bien sur mon écran, mais donc, voilà l'uranium 233 et le thorium 232. Donc, ça change de nom. Il faut savoir que tous ces éléments, on voit ça sur un bout de la classification périodique. Ces éléments, ils peuvent gagner un neutron. À ce moment-là, ils ne changent pas de nom, mais ils peuvent aussi perdre une particule chargée. Et à ce moment-là, ils changent d'espèce chimique. Mais tout ça, c'est des proches voisins, c'est des cases voisines sur la classification périodique. Voilà, donc avançons. Donc, il faut que je déplace ce truc qui me gêne. Comment je fais ça? Enfin, c'est vous ne voyez pas, mais j'ai une barre qui me gêne sur… Alors, quels sont donc les différents types de filières que l'on peut construire à partir des combustibles? Alors, si on utilise de l'uranium seul, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les réacteurs à neutrons thermiques actuels, eh bien, on fissionne la partie d'uranium 235. En fait, on va être conduit à enrichir en uranium 235 pour pouvoir avoir une réaction en chaîne qui fonctionne. Et donc, on va enrichir en uranium 235, et c'est cet uranium 235 qui va fissionner, mais on forme aussi du plutonium 239 in situ au sein du combustible, et qui, lui, va également fissionner au cours du fonctionnement. Et donc le combustible de départ, la charge initiale, c'est de l'oxyde d'uranium. Dont simplement la composition isotopique a été un peu modifiée. Et puis, on peut fonctionner aussi avec un mélange uranium-plutonium, et donc en ajoutant du plutonium 239 dans la charge initiale, dans le combustible neuf, et donc celui-ci va fissionner, ainsi que du plutonium qui est formé in situ par le même mécanisme de capture de neutrons. Et donc, ce combustible, c'est ce qu'on appelle le MOX. Et en France, donc sur les réacteurs à 900 MW, des tranches 900 MW, on utilise un monorecyclage. Donc, ça veut dire qu'on les fait fonctionner avec du MOX, pas seulement avec du combustible, avec une seule charge d'oxyde d'uranium. Alors, il y a une autre possibilité, évidemment, qui est d'utiliser, en utilisant le cycle du thorium, d'utiliser comme combustible, soit un mélange thorium-uranium. En fait, cet uranium, ça va être de l'uranium 233. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour que, comme le thorium est seulement fertile, mais il n'est pas fissile, il faut qu'il y en ait suffisamment pour pouvoir amorcer la réaction en chaîne, ou bien un mélange thorium-plutonium. Voilà. D'ailleurs, pour le moment, ce type de combustible est naturellement très, très peu utilisé. Je vais vous dire pourquoi après et comment on pourrait l'utiliser. Bon, je ne vais pas aller plus avant là-dessus. Je vais simplement dire que le MOX, donc le fait de faire fonctionner les réacteurs actuels à eau pressurisée de 900 MW en France avec du MOX, eh bien, ça permet simplement d'économiser des ressources en uranium naturel et à peu près 10%.
Mais malgré tout, même avec ces 10% de gagnés, bon, ben, on est loin de ce que je vais détailler après, on est loin d'exploiter toutes les potentialités énergétiques de l'uranium et évidemment, ce sera le cas aussi pour le thorium. Alors, ça c'est des cycles dits ouverts ou semi-fermés. Et évidemment, si on est capable d'assurer ce qu'on appelle la fermeture du cycle, eh bien, c'est ce qu'on peut faire avec les réacteurs à neutrons rapides, sans modérateur. À ce moment-là, on serait capable d'exploiter beaucoup plus le contenu énergétique de notre combustible. Alors, décidément, ça ne veut pas y aller. Donc, je vais expliquer un petit peu quelles sont les limitations actuelles des filières donc, de tronc thermique. Donc, évidemment, la filière c'est la filière largement dominante actuellement. Donc, il y a dans le monde 400 réacteurs qui fonctionnent avec des chargements combustibles en uranium enrichi en uranium 235, enrichi à 3 ou 4%. Donc, il y a les réacteurs à eau pressurisée, les REP, ou les réacteurs à eau bouillante. Donc, en France, c'est des REP. Et le modérateur, donc je répète, c'est ce qui permet de ralentir les neutrons pour qu'on ait effectivement des neutrons dits thermiques. Et en fait, ce modérateur, donc, c'est de l'eau légère. Mais dans les RMBK russes, bon, vous vous souvenez de Tchernobyl, le modérateur, ce n'est pas du tout de l'eau légère, c'est du graphite, et l'enrichissement était de 2%. Donc, il n'est pas obligatoire d'utiliser de l'eau, mais bon, le graphite présente d'autres inconvénients, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et il y a aussi une filière qui est tout à fait intéressante, qui est la filière qui permet de brûler, entre guillemets, directement de l'uranium naturel et qui est donc avec un modérateur qui est de l'eau lourde. Alors, pourquoi l'eau lourde? Parce que comme les molécules d'eau lourde sont plus lourdes, eh bien, elles ralentissent plus efficacement les neutrons. Et donc, comme ces neutrons sont plus ralentis, eh bien, ça permet d'aller ça permet de faire marcher les réactions en chaîne avec pour l'uranium naturel. Alors, ces réacteurs, en fait, ils sont tous de deuxième et maintenant de troisième génération. En fait, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle deuxième et troisième génération, là, n'a rien à voir avec le type de filière de combustible, mais plutôt la différence entre la deuxième et la troisième génération, c'est le durcissement des normes de sécurité, comme l'a bien expliqué Bernard l'autre jour dans son exposé sur l'EPR. Et donc, en fait, pour résumer, le durcissement des conditions de sécurité fait qu'il y a une double enceinte, un récupérateur de corium et une redondance des sécurités. Donc, mais tout ça, il n'y a pas de rupture technologique au niveau du fonctionnement de base de la filière, donc du combustible en particulier. Alors, je vais introduire un paramètre très important que je voudrais tout de suite comparer, qui permet de comparer directement les combustibles fossiles aux combustibles nucléaires. On appelle taux de combustion une quantité qui se mesure en gigawatts-jour par tonne. En fait, c'est l'équivalent, c'est la quantité d'énergie, de chaleur qu'on peut récupérer par tonne de combustible. Alors, comme vous savez que l'énergie, on peut l'exprimer
normalement c'est des joules, mais l'unité la plus commode et qui nous renvoie directement à notre facture EDF, c'est de l'exprimer en kilowattheures ou évidemment quand c'est des nombres très grands, en milliards de, non, millions de kilowattheures, donc des gigawattheures, comme je le fais ici. Donc l'énergie, l'équivalent thermique par tonne va s'exprimer en gigawattheures par tonne. Et donc, je vous rappelle que si vous avez une tonne de pétrole, une tonne de fuel, donc un TEP, une tonne équivalent pétrole, eh bien, le contenu énergétique associé à la combustion, c'est 11,63 mégawattheures. Et là, vous voyez qu'on va changer complètement d'échelle, puisque avec le nucléaire, eh bien, pour les REP alimentés avec du combustible actuel, on a un taux de combustion de 50 gigawatts-jour par tonne, ce qui donne, en multipliant par 24 heures, 1200 gigawattheures par tonne. Donc, on a déjà, vous voyez, un facteur 100 000 plus grand que pour le pétrole. D'accord? Mais un facteur 100 000, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, puisque on est quand même loin du million, du million que j'indiquais comme rapport entre les énergies pour les combustions chimiques et l'énergie nucléaire, les réactions nucléaires. Alors, si on prend un REP de 1 gigawatt électrique, eh ben, pendant 40 ans, il va consommer 6500 tonnes d'uranium, mais de 6500 tonnes d'uranium, eh ben, on n'aura extrait en gros que 1% de l'énergie disponible, en gros 13 000 tonnes équivalent pétrole par tonne. Vous voyez ? Et ça, c'est dû à la fission simplement en gros, des 7 kg par tonne d'uranium-235 contenu dans ce combustible. Alors, si vous prenez, la comparaison là est intéressante, si vous prenez du thermique à flamme, puisque les réacteurs nucléaires fonctionnent sur le même principe que le thermique à flamme, vous avez c'est de la chaleur finalement qui est convertie partiellement, avec un certain rendement évidemment, en électricité. Et donc, si vous prenez le parc, la production, décidément, j'ai des petits trucs qui m'ennuient. Si vous comparez la production des 400 du parc nucléaire français actuel, qui est en gros de 400 TWh par an, eh bien, pour produire la même quantité d'énergie avec des centrales à flamme, eh bien, il faudrait 54 centrales de 1 gigawatt électrique et qui vous consommeraient 104 millions de tonnes de fuel par an. Donc, à comparer aux 6500 divisé par 40. Non, attendez, je raconte une ânerie. J'ai donné le chiffre au-dessus, mais je ne l'ai plus. Bon, enfin, c'est facile à retrouver, mais en tout cas, beaucoup moins. Alors, je ne vais pas revenir sur les REP et vous pourrez vous reporter à la conférence qui a été présentée par Bernard. Donc, ça correspond à ce que je viens de dire à l'instant. Donc, en fait, ça fonctionne simplement. Ce qui est important, c'est le cœur du réacteur, c'est-à-dire les assemblages constitués de crayons dans lesquels le combustible est sous forme de pastilles d'oxyde qui sont enfermés à l'intérieur de gainages en zircaloy. Bon. Je ne détaille pas. Alors, j'en arrive maintenant aux objectifs de la 4e génération. Alors, les objectifs de la 4e génération, qui fait l'objet d'une coopération internationale, et donc qui a été établie entre le département de l'énergie américain, le DOE, l'Union européenne et une dizaine de pays. Donc, l'objectif de cette réflexion, qui c'est au sein de ce forum qui a démarré en 2002, c'est d'une part d'améliorer la sûreté nucléaire, de diminuer les risques de prolifération nucléaire, de minimiser les déchets
en assurant, y compris donc la transmutation des actinides mineurs. J'ai déjà dit avant que les actinides mineurs, dont l'amériциum en particulier, ce sont les matériaux, les noyaux ultra lourds qui sont les transuraniens qui sont formés par capture de neutrons au sein du combustible et qui constituent, je dis ça déjà maintenant, et qui constituent en fait le véritable problème, le seul véritable problème des déchets nucléaires actuels, parce que ce sont eux qui sont responsables, qui sont ceux qui produisent la haute activité et les très longues durées, les très longues vies de ces déchets. Donc, vous comprenez que la transmutation de ces actifs mineurs, c'est un enjeu majeur. D'autant qu'on peut récupérer, on peut les faire fissionner, évidemment. Alors donc, il y a l'objectif suivant qui est extrêmement important, c'est d'économiser les ressources naturelles en thorium et uranium. Quand je parlais de durabilité du nucléaire, il est clair que si on restait dans les filières actuelles où on n'exploite que 1% de l'uranium naturel et où on est obligé de recharger, d'extraire de nouveau de l'uranium naturel pour alimenter les stocks, eh bien, on n'aurait pas du tout la possibilité on ne dispose pas des ressources naturelles sur une durée suffisante et pour assurer tous les besoins requis. Et donc, il en va de l'uranium comme des autres ressources, et même si c'est un peu moins critique, c'est un peu le même problème finalement que pour les stocks de ressources fossiles carbonées. Alors, un autre objectif, évidemment, très important, c'est de diminuer les coûts de construction et d'exploitation des réacteurs, et ensuite de permettre, ça c'est très important, d'autres usages que la production d'électricité, et en particulier donc la production d'hydrogène, la désalinisation d'eau de mer et la production de chaleur. Et donc, ce forum international a retenu 6 technologies différentes et qui font l'objet d'études dans le cadre du forum et qui sont à des degrés d'avancement différents. Alors, en fait, je vais me concentrer sur sur les 2 filières qui sont indiquées en caractère gras, mais je vais quand même lister les autres. Donc, il y a des réacteurs à neutrons rapides qui sont refroidis par des gaz, en particulier à l'hélium. Et parce que le but, c'est de remplacer les refroidissements, le caloporteur métal liquide, dont évidemment il va être question à propos de la filière des réacteurs refroidis au sodium. Et là, il y a un projet de démonstrateur qui s'appelle Allegro. Il y a un autre type de réacteur avec des neutrons rapides qui l'utilise comme caloporteur du plomb. Et donc là, il y a des démonstrateurs qui sont en projet en Russie et aux États-Unis. Maintenant, mais ce n'est pas celui dont je parlerai en premier, il y a les réacteurs à sel fondu, Molten Salt Reactor. Et il faut bien voir dès le début, mais je vais détailler ça après, c'est que les réacteurs à sel fondu, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est vraiment quelque chose de très prometteur, eh bien, c'est plutôt un concept qu'une seule technologie. En réalité, ça recouvre une grande variété de filières, de choix possibles, suivant le type de sel, suivant le type de combustible. Et même, ça peut fonctionner soit avec des neutrons thermiques, soit avec des rapides. Donc, je vais y revenir après plus en détail. Il y a des réacteurs à eau pressurisée supercritique, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Dont je ne vais pas m'étendre tout de suite puisque je vais détailler. Et puis, il y a les réacteurs à très haute température. Ça, c'est une filière également intéressante, mais qui n'est pas du tout mature actuellement. Alors, je vais commencer par décrire finalement plus généralement les réacteurs à neutrons rapides, puisque les réacteurs à neutrons rapides, en fait, ils existent déjà
en dehors de la 4e génération. Je dirais qu'il y a des réacteurs à neutrons rapides qui ont fonctionné ou qui fonctionnent certains encore et qui sont encore dans leur, du point de vue des conditions de sécurité, etc., qui relèvent encore des filières deuxième, de première et deuxième génération. Bon. Alors donc en fait, je vais commencer par une distinction qui est très importante. C'est la distinction entre les réacteurs à combustible solide et réacteurs à combustible liquide. Donc je vais m'intéresser d'abord aux réacteurs à neutrons rapides à combustible solide. Alors, quel est l'avantage d'utiliser des neutrons rapides plutôt que des neutrons thermiques, comme dans les réacteurs à eau pressurisée actuels, dans les REP? Eh bien, c'est justement la possibilité de valoriser bien davantage les stocks d'uranium et de plutonium en utilisant beaucoup plus le potentiel énergétique et pas le ou quelques pourcents que l'on utilise actuellement. D'autre part, d'assurer la fermeture du cycle du combustible que j'ai un tout petit peu évoqué, et donc la gestion des déchets, et en particulier le problème des actinides mineurs. Et donc, moyennant ça, eh bien, ça nous offre cette possibilité de disposer de stocks de combustible pour des milliers d'années. Juste un petit détail, un petit point. En France, on a un stock de 350 000 tonnes à peu près d'uranium appauvri que l'on a, qui vient du retraitement et des procédés d'enrichissement utilisés pour le parc actuel. Eh bien, avec ces 350 000 tonnes dont nous disposons sur notre sol, eh bien, ça nous assure des milliers d'années d'autonomie énergétique si on met en œuvre effectivement ces filières à neutrons rapides. Donc, c'est évidemment extrêmement important. C'est vrai qu'on entend parfois dire oui, l'uranium, on n'en a pas assez, etc. Non, non, pas du tout. C'est justement tout l'enjeu avec le développement de ces nouvelles filières de à neutrons rapides et de 4e génération. Je vais y revenir après. Et donc avec ces réacteurs à neutrons rapides, eh bien, on peut envisager une large gamme de puissance depuis des Small Modular Reactors, donc des SMR, et jusqu'à des réacteurs de très forte puissance. Alors, le point faible, ou la difficulté, c'est que la technologie est plus complexe que pour les réacteurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ce n'était pas prévu, ça. Ah bon, c'est merveilleux. Et donc, je reviens rapidement sur l'utilisation des combustibles. Donc, dans les réacteurs à neutrons thermiques, donc les RNT, on a de l'oxyde d'uranium enrichi à 3,7% en uranium 235. Et dans les combustibles MOX, c'est de l'uranium appauvri plus 9% de plutonium. Bon. Donc, c'est ce que je dis avant, donc je ne vais pas revenir rapidement. Et quelle est la principale limitation? Donc, très médiocre utilisation de l'uranium, du potentiel énergétique, et donc on décharge les assemblages au bout de 3 ans, etc. Bon. Et donc, je rappelle les chiffres. Donc, le taux de combustion, c'est en gros 45 gigawatts-jour par tonne. Je répète le chiffre, j'avais donné 50 avant, bon, ça doit pas pareil. Et pour le MOX, c'est à peu près la même chose. Le seul avantage avec le MOX, c'est qu'on économise sur les ressources en uranium naturel. Voilà. Donc, ça pose le problème des ressources. Sur les filières à neutrons rapides, eh bien, on a du plutonium en mélange avec de l'uranium 238 et pas de modérateur. Il faut naturellement un caloporteur qui ne ralentisse pas les neutrons. Et donc évidemment, l'eau est interdite.
Alors, quelles sont les propriétés de ces neutrons rapides? C'est qu'ils vont fissionner tous les isotopes de l'uranium. Ils vont transformer l'uranium 238 et le plutonium en plutonium et en actinium mineur. Ils vont peu disparaître, ces neutrons rapides. Et alors ça, c'est très important, les fissions vont produire plus de neutrons avec ces neutrons rapides qu'avec des neutrons thermiques. Donc, on va se trouver avec un excès de neutrons qui vont être disponibles pour produire plus de plutonium que l'on en consomme. C'est ce qu'on appelle la surgénération, qui est vraiment une propriété de ces réacteurs à neutrons rapides. Alors, en théorie, on pourrait utiliser utiliser tout le potentiel énergétique, mais en réalité pas autant. Et donc, pour vous donner une idée, le taux de combustion pour les réacteurs à neutrons rapides avec donc, sodium, comme caloporteur, c'est au lieu des 45 que je donnais avant, c'est 140 gigawatts jour par tonne, c'est-à-dire 3360 gigawatts-heure par tonne. Souvenez-vous que pour une tonne de fuel, c'est 11,63 mégawatts-heure. D'accord ? Alors, c'est là où on voit pointer le bout du nez des réacteurs à sel fondu, à neutrons rapides. Là, ça marche beaucoup mieux, puisqu'on peut monter à 390 gigawatts jour par tonne, c'est-à-dire pratiquement le maximum. Et donc là, on atteint les 10 000 gigawatts-heure par tonne, donc à comparer toujours aux 11,63 mégawatts-heure. Donc, ça fait 10 millions de mégawatts-heure à comparer aux 11. Donc, il y a bien le rapport 1 million qui correspond entre les énergies chimiques et les énergies nucléaires. Voilà. Alors, je vais vous décrire, je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé là. On fera peut-être une petite pause pour prendre une question ou deux, hein, peut-être Oui, après ça. d'accord. Peut-être avant d'aborder les réacteurs à sel fondu. Voilà. Donc, alors les RNR sodium, donc ils fonctionnent en mode isogénérateur, c'est-à-dire qu'en fait, on va produire autant de plutonium que l'on en a consommé. Alors, le combustible qui est utilisé, c'est du MOX, en fait, mais un MOX un peu particulier, puisqu'il y a 20% de plutonium, de l'uranium appauvri. Alors, c'est ça qui est très important dans le fonctionnement. Vous vous souvenez des assemblages de crayons que j'évoquais. Donc, dans un crayon, eh bien, on va avoir au milieu du crayon, dans la partie centrale, on va avoir du MOX, donc c'est très enrichi en plutonium. Et aux extrémités, de part et d'autre, on a simplement de l'oxyde d'uranium appauvri, qui lui va jouer le rôle, donc comme c'est du matériau fertile, il va être bombardé des neutrons produits par le fissionnement du plutonium et il va nous régénérer du plutonium. Formidable. Donc, les neutrons vont fissionner tous les isotopes d'éléments lourds et il va recycler son propre combustible usé. Donc, un parc de réacteurs à neutrons rapides, ça permet bien la fermeture du cycle. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la possibilité d'une indépendance énergétique totale avec le stock d'uranium appauvri dont on dispose. Alors seulement, il faut quand même pouvoir amorcer le fonctionnement du réacteur. Donc, les actinides mineurs qui sont justement un des déchets dangereux, embêtants que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, ils deviennent matière fissile et ils sont consommés. Et la production, en outre, est moindre que dans le combustible initial des réacteurs à neutrons thermiques. Donc, le taux de combustion, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure.
parce que dans ces réacteurs donc à combustible solide, eh bien, il y a une limite imposée sur le flux neutronique et donc, à cause des conditions de sûreté, tenue des gaines. Donc, c'est ce qui fait qu'on pourra, dans des réacteurs à neutrons rapides de sel fondu, on pourra monter plus haut que dans ces réacteurs à combustible solide. Voilà. Donc, je vais peut-être passer rapidement. C'est juste pour… donc, je vais résumer ça. Donc, si on compare un REP, un réacteur à eau pressurisé actuel de 900 MW électrique, eh bien, pour une tonne de combustible brûlé, enfin, entre guillemets, donc on a disparition de 34 kg d'uranium 238. Oui. Et production de 45 kg de produits de fission. Bon, je vais passer rapidement parce que sinon ça va être trop long, je ne vais pas donner tous les détails. L'idée, c'est de montrer qu'avec des réacteurs à neutrons rapides, eh bien, la consommation d'uranium 238 est bien, sur une tonne de départ de combustible, est bien plus grande. Donc, je ne vais pas détailler ça davantage. Et juste le point important, c'était de montrer qu'on avait, parce que c'est de l'isogénération, donc on a un bilan neutre en plutonium, puisqu'avec 18 kg au départ, on les retrouve à la sortie, puisqu'ils ont été régénérés à partir de l'uranium naturel. Voilà. Alors évidemment, donc, plus généralement, on n'est pas obligé de fonctionner en isogénération. Donc, un réacteur à neutrons rapide, il peut produire ou bien plus de plutonium qu'il n'en consomme, ou bien brûler un excédent de plutonium. Donc, évidemment, ce qui présente de l'avantage pour diminuer les stocks de plutonium, militaires en particulier. Et ensuite, autre avantage, donc, ils permettent de transmuter les actinides mineurs qui sont produits dans les réacteurs à neutrons thermiques de deuxième et troisième génération. Mais il faut bien prendre en compte que c'est un processus qui est très long, très long. Une pause là, on ferait la pause maintenant? Oui, alors attends, Oui, vas-y, continue, termine de oui, paragraphe. je vais terminer la partie neutrons rapides sodium. Donc, le problème, c'est qu'ils sont un peu plus délicats à piloter, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et il y a des problèmes bien spécifiques au sodium, puisque le sodium réagit très fortement avec l'eau, etc. Bon, mais il y a une très longue expérience sur le sodium, donc ce n'est pas réellement des problèmes insurmontables. Il y a des aspects qui viennent à la puissance volumique qui est 4 à 5 fois plus grande que dans les réacteurs à neutrons thermiques. Un avantage, c'est que le caloporteur est à 4 ou 500 degrés, donc le rendement pour la conversion de chaleur en électricité, il monte à 40%. Bon, il y a des problèmes de stabilité, etc. Il y a une contrainte qui est d'avoir suffisamment de plutonium de matière fissile pour démarrer. Donc, mais évidemment, avec les REP actuels, on a des quantités extraites du retraitement qui sont suffisantes. En gros, un REP qui fonctionne pendant 50 ans, ça permet de lancer un réacteur à neutrons rapides de 1 gigawatt électrique. Alors, je donne rapidement maintenant quel est l'état. Donc, l'histoire, ça remonte à longtemps. Actuellement, enfin, il y a eu au total presque une trentaine de réacteurs expérimentaux ou prototypes qui ont permis donc de tester le fonctionnement avec le sodium, les tests de combustible, etc. Il y a 2 réacteurs à neutrons rapides en exploitation en Russie actuellement, avec un nouveau de 1200
mégawatts électriques qui est en projet. Mais tout ça, c'est des réacteurs à neutrons rapides de deuxième génération qui ne remplissent pas tous les critères de sûreté imposés donc, après Fukushima et qui concernent donc, qui ne peuvent être résolus que dans des réacteurs dits de quatrième génération et qui font l'objet justement des études du forum génération 4. Alors en France en particulier, donc on a eu plusieurs modèles, on a eu le Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, et qui rentrent donc dans ces catégories de réacteurs de deuxième génération à neutrons rapides. Donc il y a eu une expérience formidable quand même en France là-dessus, grâce à ces machines. Et bon, je ne montre pas plus loin. Donc, j'en arrive et je vais terminer pour cette partie. Donc, j'en arrive au projet Astrid, après l'arrêt de Super Phoenix, sur lequel je ne reviendrai pas. Donc, il y a ce projet Astrid qui était en étude au CEA et qui, pour le moment, depuis 2019, est en stand-by. Mais le projet Astrid, en fait, c'est un projet de réacteur à neutrons rapides sodium, vraiment de génération 4, donc qui respecte toutes les conditions de sécurité qui sont prévues pour cette génération de réacteurs. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai plus rien qui s'affiche là. Voilà. Donc, c'est un projet qui avait été lancé en 2010 de 600 mégawatts électriques et qui possède qui est très innovant au niveau du cœur et du fluide pour la turbine, qui permet justement de résoudre les problèmes, les risques éventuels du sodium. Bon, je ne vais pas aller plus loin et je termine. C'est les conclusions sur la partie neutrons rapides. Et donc, après une petite pause, je vais parler maintenant des réacteurs à sel fondu. Donc, en tout cas, déjà, les avantages, les atouts incontestables, c'est la possibilité de valoriser complètement l'uranium et le plutonium et donc de gagner une autonomie énergétique. Là, évidemment, il y a un changement de paradigme du nucléaire, puisque ce qui devient stratégique, c'est toutes les opérations de retraitement, etc. Puisque, en fait, on n'a pas besoin d'extraire d'uranium naturel. Ce qu'il faut, c'est recycler, traiter celui dont on dispose et les combustibles qui ont brûlé dans les réacteurs. Et donc le problème, c'est qu'il y a de gros efforts en R&D qui sont encore nécessaires et que pour le moment, c'est un peu bloqué selon les termes de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle existe actuellement. Et dont j'ai entendu dire qu'en 2023, il y aurait sans doute une rediscussion des termes de cette loi. Voilà. Alors, donc en fait, je terminerai tout à l'heure par vous montrer ce qui se passe pour les déchets. En fait, les déchets, les seuls qu'on ne peut pas supprimer, ce sont les déchets de moyenne activité et à vie longue, mais pas si longue que les actinides, et qui sont les produits de fission. Et donc voilà. Donc on fait une petite. Vous parlez quand même de ce qui est sans doute à long terme le plus prometteur, mais qui est moins proche de la maturité industrielle que les réacteurs à neutrons rapides, combustible solide et refroidi au sodium. Donc, je disais que là, la R&D, c'est beaucoup plus avancé, il y a beaucoup plus d'expérience pour le sodium. Et ce qui nécessite encore du travail, c'est la validation dans le sens de la 4e génération, donc avec toutes les conditions de sûreté et de sécurité renforcées que j'évoquais avant. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait redémarrer tout de suite Astrid pour qu'en France, on ne soit pas en rade, sachant que dans beaucoup d'autres pays,
en Chine, par exemple, et même aux États-Unis maintenant, les choses redémarrent sérieusement. Alors, venons-en au réacteur à combustible liquide. Alors ça, c'est une technologie complètement différente qui présente beaucoup d'avantages, mais dont je vais vous dire quels sont les défis, qui se posent. Alors donc ça fonctionne avec des sels de thorium ou des mélanges de sels d'uranium, de plutonium et d'actine mineure. Donc en fait, il y a tout la sauce qu'on peut mettre là-dedans est très variable, et ça peut fonctionner soit en spectre thermique ou en spectre rapide. Alors, il y a une particularité avec le thorium. Bon, vous avez peut-être entendu, parce que c'est parfois exagéré de dire, de mettre en avant le thorium, parce qu'on peut faire quand même fonctionner ces réacteurs dans d'excellentes conditions avec le cycle de l'uranium. Mais bon, il y a des avantages, des particularités avec le thorium, c'est qu'on peut faire déjà de la régénération en spectre thermique. Ça, c'est quand même formidable, parce que j'ai dit tout à l'heure que les neutrons rapides, c'était surtout pour pouvoir faire de la régénération. Mais avec le thorium, c'est un peu spécial. Alors simplement, qui dit spectre thermique dit besoin d'un modérateur. Et le problème, c'est que le modérateur, ça ne peut pas être n'importe quoi, et avec du graphite, eh bien, il est activé, devenu radioactif, et donc c'est un peu plus compliqué, et donc c'est peut-être pas si génial que ça, et donc le fonctionnement en neutrons en spectre rapide présente peut-être plus d'avantages in fine. Ah, mais attendez, je ne suis pas revenu en plein écran là. Vous auriez dû me le dire. Voilà. Alors, en fait, le thorium, c'est pas si nouveau que ça, hein, puisque le premier réacteur électrogène, ben, c'était aux USA en 57. Donc, c'était un REP de 60 mégawatts électriques avec du thorium. Bon. Mais l'expérience fondatrice pour les réacteurs à sel fondu, eh bien, c'est le prototype qui a fonctionné donc à Oak Ridge, qui était avec des fluorures, qui fonctionnait avec des fluorures ou des chlorures, et donc qui a fonctionné parfaitement, donc entre 65 et 69, et ça a été arrêté. Alors, pourquoi ça a été lancé, ce projet? Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'était, vous savez que les réacteurs à eau pressurisée, c'était, au départ, l'armée était intéressée pour la propulsion navale ou les sous-marins, c'est encore le cas actuellement, mais là, ils avaient réussi à vendre à l'armée de l'air américaine l'idée qu'on pourrait faire des forteresses volantes qui auraient dont l'énergie proviendrait de petits réacteurs à sel fondu. Bon. Donc, malheureusement, les recherches ont été arrêtées, mais il y a eu deux résultats majeurs de cette expérience. C'est que ce type de réacteur donc, avait une très grande stabilité, et que, en plus, ça c'est un point très important, puisque la corrosion par les sels fondus, c'est un phénomène qui pourrait être très embêtant, et donc ça a permis d'identifier un alliage qui résistait très bien, c'est du Asteroid. Alors les Indiens qui sont très intéressés parce qu'ils ont d'énormes réserves de thorium, donc ont des projets de parcs de réacteurs au thorium, mais des réacteurs à haute température à boulet, donc à combustible solide, je n'ai pas le temps de détailler. Et évidemment, le problème, c'est que ces filières thorium, le thorium, il est uniquement fertile. Il faut impérativement amorcer, donc ajouter, l'enrichir au démarrage avec du plutonium. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant avec un combustible liquide, donc des sels fondus,
Eh bien, c'est que la composition peut être ajustée en permanence et qu'il n'y a pas besoin d'arrêt pour retraitement, comme avec le combustible qui est contenu dans des crayons, comme pour toutes les filières à combustible solide. Donc, le fonctionnement est très souple. Donc, tout brûle, tout type d'isotope fissile. Donc, on peut faire de la surgénération. Une fois que ça a démarré, donc évidemment, une fois qu'on a amorcé avec une quantité suffisante de matière fissile, eh ben, on se contente d'alimenter en thorium ou en uranium appauvri. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il y a une sécurité naturelle en cas d'accident, d'incident majeur, c'est qu'on peut vidanger et vider le cœur par simple gravité, et donc dans un réservoir qui, lui, sera sous critique, c'est-à-dire que la réaction en chaîne ne pourra pas se développer ou sera arrêtée, et qui aura simplement un refroidissement naturel. Vous voyez que l'avantage du refroidissement naturel, c'est très important si on compare avec ce qui s'est passé à Fukushima, par exemple. Donc, les sels sont à haute température, à la pression atmosphérique. Donc, il n'y a pas du tout les surpressions qu'on a dans les réacteurs actuels. Et en cas de fuite, ben, ces sels, ben, ils se solidifient et donc ça évite toute diffusion, de dispersion des produits radioactifs. Alors, le point le plus fort dans ces réacteurs à sel fondu, c'est que c'est intrinsèquement stable. Intrinsèquement stable, je n'ai pas le temps de détailler, mais en fait, c'est parce que si ça commence à diverger, eh bien, la température augmenterait, mais si la température augmente, eh bien, ça marche moins bien et à cause de la dilatation des sels. Et donc, en fait, la réaction va se ralentir automatiquement. Et réciproquement, si la réaction baisse, eh bien, il y a un bouchon qui se ferme et ça réaugmente la réactivité. Donc, enfin, bon. Donc, en tout cas, c'est parfaitement stable. Il y a un point qui est très important pour ce qui est alors, si on couple un parc des parcs de renouvelables électrogènes, du solaire, de l'éolien, qui nécessitent impérativement, pour gérer l'intermittence, des réacteurs pilotables, eh bien, ces réacteurs à sel fondu ont des rapidités de réaction bien plus grandes que les réacteurs, que les REP actuels, même si ces REP peuvent changer, on peut changer leur régime, mais là, c'est encore plus souple qu'avec des REP. Il y a une très faible production d'actifs mineurs, qu'en plus on peut brûler, et donc ils ont un excellent potentiel pour valoriser et transmuter ceux qui seraient produits par des réacteurs, des REP, par exemple. Et le rendement thermodynamique est évidemment bien plus élevé puisque la température est plus élevée, donc ça monte à 45-50 degrés. Et donc, on peut les utiliser aussi, on pourra les utiliser pour autre chose que de la production électrique, par exemple, pour produire de l'hydrogène, de l'ammoniac, des carburants de synthèse dont nous aurons impérativement besoin pour se débarrasser du pétrole, dont on sous-estime toujours l'importance, et le gaz, n'en parlons pas en ce moment, et pour produire de la chaleur. Où est-ce que je suis? Voilà. Et donc, je termine par l'aspect très important que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est que là, le taux de combustion du combustible peut monter à 99%. Donc ce qui est naturellement un avantage énorme par rapport au pourcent avec des REP actuels. Alors, quels sont les défis à relever pour ces réacteurs? Eh bien, c'est essentiellement c'est tout un problème de chimie. Le principal défi sur ces réacteurs, c'est celui du retraitement en continu des sels et puis éventuellement les effets de corrosion, mais c'est tout un domaine spécifique de la chimie qu'il faut impérativement relancer pour pouvoir
atteindre la maturation industrielle sur ces réacteurs. Donc, il faut valider sur le long terme les alliages que j'ai évoqués tout à l'heure qui ont déjà été utilisés sur le premier NSFR américain. Il y a des problèmes aussi de protection, mais ce n'est pas des problèmes de déchets, c'est des problèmes de protection radiologique dans le fonctionnement, puisqu'il y a de l'émission gamma qui est due à du thallium. Il y a du thallium qui se fabrique là-dedans et qui est un émetteur gamma. Et les rayons gamma, vous savez que ça traverse pas mal de parois. Et donc, il y a aussi des aspects de R&D, parce que la densité énergétique est très élevée, beaucoup plus élevée que sur les REP actuels. Et donc, les échangeurs de chaleur devront être particuliers, surtout qu'en plus, on a des questions de température plus élevées. Il y a des problèmes d'instrumentation, puisque mesurer en continu ce qui se passe dans des sels fondus, c'est plus compliqué que dans de l'eau chaude. Voilà. Alors, quelle est la situation mondiale? Il n'y a pas encore de maturité industrielle, mais il y a une explosion de projets actuellement. Il y a vraiment un regain d'intérêt formidable, alors que ça s'était arrêté à la fin des années 60 aux États-Unis. Donc, en Chine, ils ont créé un très gros centre de recherche près de Shanghai en 2011 et ils ont un premier prototype en construction dans le désert de Gobi, sachant qu'ils ont déjà une toute petite installation qui est déjà en fonctionnement. Mais ils ont un beaucoup plus gros prototype qui est en construction dans le désert de Gobi. Au Canada, il y a un projet de MSR, donc de réacteurs à sel fondu, innovant, donc avec des neutrons thermiques, qui est lancé par une entreprise privée qui s'appelle TerreSeal Energy. Alors, aux USA, il y a vraiment plein de projets actuellement, dont en particulier un gros projet qui est soutenu par la fondation de Bill Gates et donc qui est monté par TerraPower. Mais TerraPower a aussi un projet de réacteur à neutrons rapides de type sodium. Et donc ça, c'est un projet avec des neutrons rapides et des chlorures. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de ce foisonnement de projets, ça, c'est un truc que j'ai tiré du rapport du GIF, du forum Génération 4. Donc, vous voyez en rouge, c'est tout ce qui concerne les différents projets. Et vous voyez la différence entre vert et bleu. Vert, c'est avec des sels des fluorures, et rouge et bleu, pardon, avec des chlorures. Et donc, vous voyez, j'ai mis les différents pays qui étaient concernés par ces projets. Et donc, en Europe, on a quand même un projet, et je vais vous détailler, qui est en relation avec le projet développé au CNRS à Grenoble, et qui est un des principaux projets autour de cette technologie. Voilà. Alors, donc le type de sel qu'on peut utiliser, ça dépend des objectifs du réacteur. Il y a toute une famille, suivant que c'est un spectre thermique ou rapide, un petit ou un grand réacteur. Des fluorures, c'est plutôt pour les spectres thermiques et le cyclothorium. Les chlorures, c'est plus intéressant pour les neutrons rapides. Pourquoi? Parce que le spectre neutronique est durci et il y a une meilleure conversion des actinides. Et on a vu que les performances de ce type de réacteur pour détruire les actinides étaient vraiment excellentes, prometteuses. Donc, c'est mieux adapté avec les chlorures pour le multirecyclage du plutonium, parce qu'il y a une meilleure solubilité des sels des chlorures de plutonium que des fluorures. Alors évidemment, il y a un inconvénient, mais qui n'est pas insurmontable,
c'est qu'il y a un chlore qu'on n'aime pas du tout. C'est le chlore, il y a un chlore qui devient radioactif et qui a une très très longue durée de vie. Et donc, pour éviter cette production de chlore 36, il faut enrichir au départ donc en chlore 37 avant de faire les mélanges de sel. Alors, on voit un exemple de mélange de sel pour la conversion donc étudié au CEA, donc pour la conversion des actinides, donc la réduction des déchets ultimes avec un mélange de NaCl, ça vous dit quelque chose sûrement, et donc, mais avec du chlorure de plutonium, etc. Et donc, je ne vais pas détailler. Et si vous voyez AM, c'est l'américium. L'américium, c'est justement le principal actinide mineur dont on aimerait bien se débarrasser pour avoir à éviter de le stocker à grande profondeur. Voilà. Alors, donc en Europe et en France, il y a différents projets actuellement. Et donc, je vais juste vous montrer rapidement avec une petite image ce projet du laboratoire du LPSC de Grenoble, le CNRS. Donc, vous avez peut-être entendu Daniel Reuer, qui est le directeur qui dirige l'équipe et qui a fait beaucoup de présentations sur ce projet, y compris il y a eu des documentaires sur Arte il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement quand, mais vous pouvez retrouver. Et donc, c'est un projet très intéressant avec des fluorures utilisant du thorium, etc., une température de fonctionnement de 700 degrés, vous voyez, et un enrichissement de 15% pour que ça puisse amorcer les réactions en chaîne. Donc, ils sont en train, il y a une étude, mais c'est des études papier, puisqu'on n'est pas encore, il n'y a pas de démonstrateur, c'est ça le problème. Il faut, alors que en Chine, aux États-Unis, ils sont en train de construire des démonstrateurs, en Europe, on n'a rien du tout. Donc, il y a un modèle de MSFR de référence, donc F comme fluorure, donc de 1,35 gigawatts électriques, donc 3 gigawatts thermiques, donc avec 1,14 tonnes de combustible par an, des sels fondus, un cœur de 18 mètres cubes et un taux de combustion de 432 gigawatts-jour par tonne. Donc, vous voyez, c'est évidemment considérable. On utilise tout le potentiel. Alors, quelles sont les perspectives? Eh bien, donc les perspectives seraient extrêmement intéressantes, surtout compte tenu du parc de REP qu'on a pour produire le matériau de départ pour démarrer ces réacteurs. Donc, c'est une filière qui serait tout à fait complémentaire avec la filière sodium, donc Astrid, que j'ai évoqué avant, qui est plus mature, mais dont l'inventaire fissile initial, donc la quantité de plutonium qu'on doit rajouter, est plus faible pour les MSFR. C'est la moitié, en gros. Voilà. Donc, depuis 2020, maintenant, il y a le CEA qui a conjointement avec le CNRS, et Orano Framatome qui a lancé une étude là-dessus. Et alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans le cadre. Enfin, tout ça s'intègre dans un cadre européen, mais je ne sais pas quelles sont les perspectives du point de vue de développement et de financement de ces recherches dans le cadre de la fameuse taxonomie. Alors voilà, c'est un schéma pour vous montrer à quoi ressemblerait ce réacteur. Donc, c'est bon, il y a une vidange d'urgence, c'est le système que j'évoquais où tout le liquide, en cas de problème, se déverse dans un réservoir où il n'y a aucun problème il n'y a pas de problème de corium, etc., comme dans les réacteurs, dans les REP actuels, et ça devient aussitôt sous-critique et refroidissement naturel.
Voilà. Alors, il y a un projet dont c'est la première fois que j'avais entendu parler de ces réacteurs à sel fondu, personnellement. C'était un projet qui était présenté par un Allemand, ce qui est intéressant. Donc, ce projet, le Dual Fluid Reactor, donc en fait, c'est un projet à sel fondu qui, avec simplement une particularité, c'est qu'il y a un double circuit. Il y a un circuit de sel fondu pour le refroidissement et un circuit de sel fondu distinct pour le combustible. Et donc, et qui fonctionnera avec du thorium ou de l'uranium. Et donc c'était intéressant cette étude. Vous pouvez trouver l'article. Alors, ce projet, naturellement, n'est plus malheureusement développé en Europe, mais il s'est expatrié vers d'abord, enfin, après une étape par la Pologne, il est maintenant développé au Canada. Donc, bon, et en fait, ce que j'avais entendu, mais je n'ai pas le temps de vous parler de ça, peut-être, je ne sais pas, non, c'est que dans cette étude du collègue Daniel Weisbach, donc, qui s'intéressait à l'évaluation à partir d'une analyse en cycle de vie des taux de retour énergétiques de beaucoup de sources de systèmes énergétiques, eh bien, il avait montré que ce qu'on pouvait attendre d'un tel réacteur qui montait à un taux de retour en énergie de l'ordre de 2000 comparé à 70-75 des REP actuels. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la consommation d'énergie induite par la construction, le traitement du combustible, le démantèlement, etc., tout ça ne représenterait que 1/2 de ce que ce réacteur pourrait produire pendant toute son existence. Tu vas peut-être terminer, Gérard, parce qu'on va pas Oui, laisser de la place pour les questions quand même. Hein, ce serait important. j'ai fini, c'est là. Donc, mes conclusions, c'est que seul le déploiement massif de réacteurs de 4e génération permettra de faire face à la demande en énergie en garantissant sécurité d'approvisionnement et l'autonomie énergétique que j'ai mentionné à propos, en particulier en France, des stocks d'uranium. La pilotabilité, ce qui est essentiel, en tout cas pour la production d'électricité. Un impact minimum sur l'environnement, donc avec la minimisation des déchets en volume et en dangerosité. Mais il y a des gros efforts à faire en R&D pour porter à la maturité industrielle ces filières à neutrons rapides, en particulier celles à sel fondu. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui te remercions pour cet exposé très, très pointu, très technique, qui nous ouvre des horizons